Bonjour les amis, c'est parti pour l'aventure dans ces nouvelles échappées belles. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble le pays le plus heureux au monde. Bienvenue en Finlande. Alors quels sont les secrets du bonheur des Finlandais? Eh bien nous allons leur poser la question. Pour ce voyage entre la Laponie et Helsinki, nous allons devoir nous mettre au finnois. Ça c'est pas gagné mais on devrait y arriver. Allez, en route! C'est un pays qui fait rêver les grands. Je peux dire que je réalise mon rêve et pour rien au monde je changerai ma vie. C'est formidable, c'est magnifique. Ça donne envie de relire un peu les livres de Jack London, de Paul-Émile Victor. Mais aussi les plus jeunes. C'est ici à Rovaniemi que le Père Noël a son bureau. C'est une grande chance pour nous. En Finlande, on aime vivre au grand air. Moi, ski, ça va. Ouais. Raquette, ça va. Ski raquette, je sais pas. C'est pour ça qu'on va s'amuser. C'est beau. Ah là là, c'est magnifique de les voir courir là. D'habitude, quand on les nourrit, on ne fait pas de bruit. Oh, sorry. En parfait équilibre avec la nature. Maintenant, on arrive à l'église Temple Yokyo. Elle a été construite avec des matériaux naturels et on a la connexion entre l'humain et la nature. Mais parfois... Et voilà, le fameux silence finlandais. On peut observer d'étranges phénomènes. J'ai un métier sérieux, mais pendant mon temps libre, j'aime bien faire tous ces sports amusants. Ah, c'est trop bien! Un peu froid quand même, mais j'ai pu nager un peu. Belle expérience! Pour nous, c'est un peu comme votre finale de Coupe du Monde de foot en France. La Finlande n'est pas un pays comme les autres. On peut faire des bains d'eau chaude en plein hiver au cœur de la capitale. Ils sont fous ces Finlandais. Et Sophie va vite s'en rendre compte. Bonjour à tous les deux. Je suis contente de vous avoir trouvés. Bienvenue. Il fait pas chaud aujourd'hui, mais je vois que ça vous empêche pas de travailler, hein. Non, on a des vêtements chauds et la glace est assez épaisse. On ne risque rien. Je vois ça. En tout cas, je trouve cet endroit absolument magnifique. On est ici sur la mer glacée. Et là, on utilise une technique de pêche pour l'hiver. On passe le filet par un trou, on le tire sous la glace et on le ressort par un autre trou. Vous faites ça depuis combien de temps? Vraiment, je pêche depuis... Je sais plus. Tu sais plus? Alors, je suis pêcheuse depuis 2015. Alors, ça fait 4 ans. Elle est très forte. Elle pêche depuis bien plus longtemps que ça. Oui, j'ai commencé quand j'étais petite. On commence tous jeunes. En général, on commence à 7 ou 8 ans. Et vous? Vous avez commencé quand alors? Moi, je pêche depuis 70 ans. Principalement sur des chalutiers en mer pendant 40 ans. Et maintenant, c'est à Marie de prendre le relais. C'est elle maintenant la patronne. Pas encore. Ok, j'arrive. Pardon, je suis un petit peu lente, excuse-moi. Excusez-moi, je suis désolée. Je suis prête. Alors, oui. On va faire un trou. On le fait à côté du repère. Ensuite, avec ce crochet, tu vas essayer d'attraper le filet. Ah voilà.
Ok. Viens de ce côté. Il faudrait se dépêcher. Oui. Oh, je me fais, dis donc. Oh, je me fais houspiller par ton grand-père. Il faut tirer vers là. Ah. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ce métier? Ce que je préfère, c'est qu'on travaille tout le temps à l'extérieur. Ça, c'est le mieux. Et puis, c'est très flexible. Si le temps est trop mauvais, on y va le lendemain. Une jeune fille d'une vingtaine d'années dans ce métier, c'est pas banal, j'imagine. Non, ce n'est pas très commun. La pêche professionnelle n'est plus un métier courant. C'est presque un métier qui est en train de mourir. Et il y en a peu qui le font. La grande majorité des autres pêcheurs sont plus âgés. Je suis assez unique. Allez, pêchez, pêchez. Ah oui, non mais nous on discute et il y a ton grand-père qui dit au boulot les filles. Hein. Hey. Waouh, super. Regardez, il y en a deux. Formidable. Il est énorme. Il est énorme celui-là. C'est vraiment une prise de luxe aujourd'hui. C'est rare d'avoir des poissons comme ça. À l'extrême nord de la mer Baltique, de novembre à mai, les eaux du golfe de Botnie se figent dans la glace pour devenir un immense désert blanc. Une glace si épaisse qu'elle devient praticable pour d'autres moyens de transport que le bateau. Aujourd'hui, Anne et Émile font une randonnée en motoneige sur la banquise, guidée par Tommy. Ça va? C'est incroyable. Incroyable, hein? Pas trop froid? On a un temps magnifique. Tout ce que vous voyez ici, c'est le golfe de Botnie. Nous sommes quasiment au milieu et si on continuait vers la droite, on arriverait jusqu'en Suède sans quitter la mer gelée. Mais nous, on va rester en Finlande. À cette saison, ce n'est pas dangereux. On a beaucoup de glace, quasiment 1 mètre. Aucune chance de passer au travers. Après avoir glissé plusieurs heures sur la banquise, Tommy arrête le convoi au large du port de Kemi. Anne et Émile vont pouvoir changer d'embarcation. Bon, les amis, je vois que le Sampo arrive. Il va s'arrêter ici. Vous allez pouvoir monter à bord de ce brise-glace et poursuivre votre voyage sur la mer gelée. Je vous remets entre les mains de l'équipage du Sampo. Profitez bien de votre croisière. Merci, au revoir. Pendant tout l'hiver, de nombreux brise-glaces sillonnent la mer Baltique pour maintenir les voies maritimes ouvertes. Mais après 35 ans de bons et loyaux services, le Sampo était devenu trop petit face aux nouveaux géants des mers. Plutôt que de finir à la casse, il a été racheté par la ville de Kemi, qui en a fait une attraction touristique à succès. À chaque excursion, le brise-glace s'arrête en pleine mer pour permettre aux passagers de s'offrir le grand frisson. Ce sont des combinaisons de sauvetage pour les équipages des navires. Et en principe, on survit avec ces combinaisons pendant 6 heures dans l'eau à zéro. Alors, pour 5 minutes, pour 10 minutes, ça va, pas de problème.
Avant, je crois que c'était l'attraction principale, c'était qu'on brisait la glace. Mais maintenant, c'est justement ça qui intéresse les gens, surtout les passagers de l'Asie. Ah, c'est trop bien. Un peu froid quand même, mais j'ai pu nager un peu. Belle expérience. Même loin des rivages gelés de la mer Baltique, la neige et la glace règnent encore sur les forêts finlandaises. Chaque année, au mois de mars, au moment où elle est la plus épaisse, des hommes découpent dans la rivière des blocs de glace cristalline de près d'1,20 m d'épaisseur. Cette glace sera conservée dans des conteneurs réfrigérés jusqu'à l'hiver prochain. Elle sera alors mise dans les mains de sculpteurs pour bâtir des châteaux de glace éphémères dont il suffit de franchir le seuil pour entrer dans un monde de rêve. Manon et Loïc ont fait le voyage depuis Béziers jusqu'en Laponie pour vivre cette expérience du froid. Alors, on a du saucisson de Rennes. Du saumon. Ça, je pense que c'est des oignons, des champignons, des œufs de saumon. Le Rennes, il est super bon. Après avoir dégusté des produits on ne peut plus frais au restaurant de glace, ils passeront la nuit dans une chambre où le thermomètre ne dépasse pas 1 degré. Avec l'œil du dragon. Ouais. Elle est vraiment jolie, hein, c'est bien fait. Hein. Elle est belle. Oh, on va passer une bonne nuit. Une nuit. Je sais pas. C'est pas gagné cette histoire. C'est surtout les orteils, hein. Ouais, bah j'ai déjà les orteils gelés et j'ai pas enlevé les fringues alors. C'est une expérience inoubliable. Ça c'est sûr. Hop là. Faut enlever le bonnet. En tout cas, il fait pas trop froid, ça va. Ah non, il fait pas froid du tout. Il fait chaud là-dedans. Ah. Et voilà. Bonne nuit, hein. Oh, il fait trop bon. Les hôtels de glace, nombreux en Laponie, sont devenus en quelques années l'une des attractions phares du tourisme hivernal. Ça vous arrive des fois, tous les deux, là, sur la route de retour, de rester tous les deux sans rien dire, mais malgré tout d'apprécier d'être ensemble? Oui, on se connaît super bien dans la famille. Sur certaines journées de travail, on n'a pas besoin de se parler. On sait exactement ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin de parler autant, on reste donc silencieux, on est juste ensemble. Chacun connaît bien son travail, donc on n'a pas besoin de causer beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de parler. Là, on arrive au bac. Il y a des bacs toutes les 15 minutes. Mais de temps en temps, c'est la pause café. Il y a les horaires affichés là-bas, mais il y a toujours un peu d'attente. On s'habitue.
Le bac traverse tout l'hiver, même quand il y a de la glace. Et il traverse aussi toute la nuit, même quand il n'y a personne, pour que la glace ne se referme pas. Bonjour mamie. Bonjour madame. Hey. Bonjour et bienvenue dans notre maison finlandaise. Bah merci. Merci beaucoup. Bienvenue et installez-vous. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. On se met au chaud chez vous alors. En tout cas, madame, moi je voulais vous dire que j'étais très impressionnée par votre petite fille. Hein. Je la trouve courageuse, car moi aussi j'ai été pêcheur. J'ai passé beaucoup de temps sur les bateaux de pêche, depuis toute petite, avec mes parents. C'est un travail très éprouvant. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Et j'espère que Marie continuera à apprécier. Elle est en train de suivre la trace de sa grand-mère. Elle est courageuse, hein, votre petite fille. Elle est très douée, cette fille-là. Bah dis donc, Marie, c'est agréable hein, quand même d'entendre ça. Même si j'ai l'impression qu'on n'est pas très expansif hein, en Finlande, c'est quand même très joli ce qu'ils te disent tes grands-parents. Si on est doué, on a le droit aux compliments. Oui, c'est très agréable de recevoir des compliments, car ça n'arrive pas très souvent en Finlande. Alors, il faut apprécier. En plus, les Finlandais sont vite mal à l'aise quand on leur fait des compliments. On essaie souvent de les tourner en dérision ou de les minimiser. Mais on devrait améliorer ça. Et voilà, le fameux silence finlandais. Ah, j'aime vraiment beaucoup hein, ces ambiances ici. Je trouve qu'il se dégage une atmosphère très paisible. On est tranquille ici. Bon, t'as pas beaucoup de voisins, hein. T'es pas dérangé par le voisinage. Hein. Non, pas vraiment. En face, c'est un couple de personnes âgées qui habitent toute l'année sur leur propre île. Ils ne sont allés sur le continent que 2 fois seulement cet hiver. Ces derniers mois, on leur a parfois amené des courses. Ils font leur pain eux-mêmes, ils pêchent un peu aussi. Actuellement, ils sont bloqués sur leur île. La glace n'est pas assez dure pour traverser à pied. Et il y a trop de glace pour un petit bateau. Ici, ce sont les seuls que je connaisse qui vivent sur une île toute l'année. Ah, c'est vraiment un sacré choix de vie. Hein. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de vivre comme ça, un peu isolé du monde. Tu entends la mer? J'entends les vagues. Ouais. C'est juste de l'autre côté de l'île là-bas. Et la mer est ouverte actuellement. It's like the words fell out from inside my mouth. It's like crumbling down. It's like crumbling down. Ah bah là, tu m'emmènes dans un joli petit village. C'est là où tu veux qu'on livre du poisson? Oui, on fait des livraisons de poissons dans un restaurant de la vieille ville. C'est joli comme tout, hein. Très très beau. Oui, c'est la 2e plus ancienne ville de Finlande. Et toute la vieille ville est très colorée. C'est ça qui attire les gens à venir à Porvoo. Ici, nous avons la place de la mairie, qui était le centre de la vieille ville. Porvoo a été fondée en 1306.
La couleur rouge est dominante, car elle vient de nos sols qui nous permettent de trouver cette pigmentation. Mais il y a beaucoup d'autres couleurs aussi. Ça fait partie de notre héritage suédois. La Finlande a été suédoise pendant 600 ans. Beaucoup de nos traditions et de notre culture viennent de là. Même au niveau de la religion, car on a la même que la Suède, pas comme en Russie. Nous sommes protestants luthériens, alors que les Russes sont orthodoxes. Bonjour Marie. Ah, tu as amené le poisson? Oui, c'est bien ça. Merci, merci. Je te présente une amie française, Sophie. Elle n'a pas encore pu goûter à notre poisson. Ça serait super si on pouvait déjeuner. J'ai une assiette prête. Je vais vous l'amener. Installez-vous à table. Génial. Parfait. Voilà, mesdemoiselles, ça vient. Voici l'assiette. Dis donc que c'est joli. Alors, aujourd'hui, il y a du cendre pêché par Marie, avec une sauce à la crème et aux oignons. Du cendre pané, ça, c'est du saumon. Et il y a du hareng finlandais et quelques pommes de terre. Eh ben, c'est parfait tout ça. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit. Merci beaucoup, Monica. Tac. Ah bah écoute, ça doit te faire plaisir hein, quand tu vois que ton poisson est aussi bien préparé, aussi bien cuisiné. C'est très sympa de voir sa pêche ainsi préparée. C'est tout simple, mais c'est vraiment délicieux. Hein. Moi, j'aime bien quand on cuisine simplement, comme ça. On sent bien les aliments. Bon, écoute, mon voyage continue, mais je vais vraiment partir avec une très belle image et un très beau souvenir de notre rencontre, ma chère Marie. Merci pour tout et tu remercieras aussi tes grands-parents. J'ai été ravie de te faire rencontrer ma famille et découvrir ma ville natale. On dit les Finlandais discrets et peu bavards, peu enclins aux excentricités. Taisto, juriste, et son épouse, Virpi, infirmière, semblent au premier abord être conformes à cette description. Mais quand ils rentrent chez eux, après la journée de travail, ce couple se métamorphose. Taisto et Virpi pratiquent un sport typiquement finlandais, le porté d'épouse. Une discipline consistant à parcourir le plus vite possible une distance de 253,50 m en portant sa femme tout au long du parcours. Outre une condition physique irréprochable, le porté d'épouse requiert également de la technique. C'est le style estonien. L'idée, c'est que la femme se tienne par elle-même au cou de l'homme avec ses cuisses et qu'elle ne bouge pas trop. Il ne faut pas qu'elle glisse. Et il faut que les pieds restent assez bas pour que l'homme puisse voir la piste. C'est confortable? C'est parfait. On a bien le sang dans la tête. Taisto a remporté des dizaines et des dizaines de compétitions avec des partenaires différentes. Il compte même 6 titres de champion du monde. Mais ça n'est pas le seul sport bizarre qu'il pratique. Taisto est aussi champion du monde de nage dans la boue, de nage en eau froide, de luge finlandaise et de bien d'autres sports improbables. Et ce champion hors du commun a remporté tant de victoires dans toutes ces disciplines qu'il ne sait plus où ranger ses trophées. Effectivement, on n'est pas que des gens sérieux. Moi, par exemple, je fais plein de sports bizarres et pourtant je suis avocat. J'ai un métier sérieux. Mais pendant mon temps libre, j'aime bien faire tous ces sports amusants. Le porté d'épouse s'inspire d'une légende finlandaise racontant comment des voleurs enlevaient des femmes dans les villages.
Mais Virpi ne trouve pas pour autant dégradant d'être comparé à une lourde charge. Je ne trouve pas que ce soit irrespectueux. C'est avant tout humoristique, mais la compétition, elle est sérieuse. Mais on en sourit, évidemment. Les Finlandais sont très imaginatifs lorsqu'il s'agit d'inventer un nouveau sport. On leur doit ainsi le championnat du monde de lancer de téléphone portable, celui du football dans les marais, les concours de guitare sans guitare et désormais l'équitation sans cheval. En quelques années, le hobbyhorsing est devenu un véritable phénomène de société. Des dizaines de milliers de jeunes filles se sont passionnées pour ces chevaux en peluche depuis qu'Alissa en a lancé la mode. Salut, nous allons vous présenter 5 mouvements de dressage. Ce ne sont pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres. Le premier mouvement s'appelle le piaffement. Elle commence même à en vivre grâce à ses propres créations. Je suis un peu comme un modèle pour les pratiquantes de hobby horse. Les autres me perçoivent comme un personnage public. On me voit dans des vidéos, mais personnellement, je trouve ça plus important d'être présente dans ce milieu quotidiennement et de l'influencer par mon travail de création. On peut se servir du hobby horse de plusieurs manières. Pour faire des photos, des vidéos, mais pas seulement. C'est plus qu'un jeu. C'est une passion sérieuse, un peu comme un vrai sport. À Artijärvi, dans la campagne finlandaise, Jessica et Sini-Maria sont toutes deux des pratiquantes acharnées. Jessica a même créé un véritable centre équestre entièrement dédié au hobby horse. Avec une écurie où attendent sagement plus d'une vingtaine de pensionnaires. C'est très sérieux. On fait beaucoup de compétitions. La plupart des pratiquantes font en sorte que cela ressemble le plus possible à l'équitation. On s'entraîne tous les jours, on vient voir nos chevaux tous les jours, on les soigne, on vérifie qu'ils ne soient pas humides. Il faut bien s'en occuper. Là, ce sont surtout des chevaux de prêt pour les gens qui viennent prendre des cours. Certains de ces chevaux vivent ici, mais ils ne m'appartiennent pas. Je les ai en pension. Les miens sont ailleurs. Et il y a même une prairie pour que ces chevaux puissent prendre l'air. J'ai monté ce cheval hier pour faire du saut d'obstacle et ça s'est très bien passé. Sa forme, son poids sont parfaits. Chacune de nous a ses préférences. Après avoir choisi leur monture, direction le gymnase du village pour s'entraîner en vue du prochain championnat. Car bien que cette discipline puisse prêter à rire, elle nécessite une excellente condition physique pour réussir à franchir des obstacles de plus d'1 mètre de haut avec un manche à balai entre les jambes. Quand tu fais de l'équitation avec un vrai cheval, tu travailles avec le cheval. C'est lui qui fait les mouvements. Mais dans le hobby horse, c'est toi qui cours. C'est toi qui bouges, c'est toi qui sautes. Et comme dans l'équitation réelle, après un parcours sans faute, il est de bon ton de féliciter sa monture. Ah, Sophie est là. Bonjour à tous les deux. Catherine, c'est ça? Catherine. Bonjour. Bonjour Sophie.
Sophie. Bonne route. Hein. Enchantée, oui, très bonne route. Bonjour. Thierry. Oui, c'est ça. exactement. Enchantée. Ah, qu'est-ce que la route est belle là en arrivant. J'avais un peu une sensation de bout du monde. Ouais, on est vraiment perdu au fin fond de la taïga, juste en dessous du cercle polaire. Ah, le calme et la sérénité, Catherine, ici on trouve tout ça. Hein. On va commencer par t'installer. Oui, d'accord. Très bien, je rapproche la voiture. Ok. Hein. Un peu chaud là, c'est agréable. Qu'est-ce que c'était ici à l'origine? Ici, c'est une maison qui est arrivée il y a une centaine d'années, qu'ils ont transportée, qui était à l'origine pour loger les bûcherons. Qu'ils ont transporté? Oui, ça se fait beaucoup ici. En fait, ils démontent les maisons et ils les reconstruisent à un autre endroit. D'accord. Et maintenant, vous avez transformé ça? On a transformé ça, donc on a 8 chambres. Ok. Et voilà ta chambre. Oh là là, que c'est joli, avec vue sur la forêt. C'est décoré avec beaucoup de goût, très sobre, très élégant. Tu t'es fait plaisir là. Oui, hein. c'est vrai que... Comment vous avez découvert la Finlande et la Laponie tous les deux avec Thierry? Mon frère en fait est installé en Finlande depuis un peu plus de 20 ans. Donc on connaît bien la Finlande. Et il y a quelques années, avec nos fils, on est venu en Laponie un été. Et là, ça a été le coup de foudre. Et on s'est dit, voilà, c'est là. Je vois que vous n'êtes pas trompés, hein. Vous m'avez l'air d'être bien hein, ici. On est bien, ouais, on est vraiment bien. Bon bah je m'installe tranquillement. Merci hein, Catherine pour l'accueil. On va faire une balade en ski raquette. Bah, je suis ravie parce qu'on part pas tout seul. Non, Présente-moi mes nouveaux amis. On part avec Aurore et Greg. Salut. Salut Sophie. Ils sont avec nous depuis quelques jours. Vous venez d'où tous les deux? Du sud de la France, on est de Montpellier. Ah, ça change un tout petit peu de décor là. Exactement. De température aussi. Exactement. Allez. Bon, moi ski ça va. Ouais. Raquette ça va. Ski raquette, je sais pas. Bah voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on va s'amuser. Allez, montre-moi. C'est une activité qui se pratique beaucoup ici ou qui est assez nouvelle? Ouais, c'est assez novateur et moi j'aime bien parce que c'est plus souple que les raquettes. D'accord. Donc et puis c'est plus fun quoi. Et bah tu passes devant? Allez, c'est parti. Ça va les amis? Bah, pas mal, très bien, très bien. Aurore, tu t'en sors? Oui, très bien. Je trouve que c'est un super compromis entre le ski de fond et les raquettes. Parce que le ski de fond, les skis sont très fins et j'avais tendance à tomber régulièrement. Et là, on a plus d'équilibre, je trouve. Alors, on est à la limite sud de la Laponie, donc on est juste en dessous du cercle polaire. Donc la Laponie, elle se retrouve à la fois en Norvège, en Suède, en Finlande et une petite partie en Russie. Donc le cercle polaire a été défini comme étant la zone au-delà duquel il y a un jour complet d'obscurité et un jour complet de lumière une fois dans l'année. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez ce qui pend de l'épicéa là. En anglais c'est Oldman Beard, ça veut dire la barbe du vieil homme. Ce lichen, c'est la preuve que l'air est extrêmement pur en Finlande. Voilà, il ne pousse que dans des endroits où l'air est extrêmement pur. Là-bas, vous voyez, il y a des traces de lièvre. Donc c'est un lièvre variable. Il est brun en été, blanc en hiver. C'est pour ça qu'on l'appelle variable? Exactement. Ouais. Et donc ça veut dire que ça fait partie de ces animaux qui ont réussi à s'adapter à ce climat, à ces conditions hivernales. On retrouve quoi comme animaux ici? Des renards roux. Ouais. Après, il y a quelques oiseaux endémiques comme le grand tétra, le lagopède, le tétralyre. Après, il y a des plus gros animaux comme l'élan. Les ours dorment en ce moment et ils se réveilleront vers fin avril.
Attention, il y a une petite descente. Oh là là. Excellent. Let's go. Première descente, Aurore, comment tu gères? Eh bien, attention, il y a Greg. On va voir s'il va avoir son flocon. Tout chousse. Bon, c'est bon, il a son flocon. Ouais. Oulala, 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 oulala. Ouais. C'est le mono qui est tombé. Voilà, on est au sommet. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Waouh. Ouais. Magnifique. Ah, c'est splendide. Ah ouais. Un petit peu irréaliste. C'est vrai. Écoute, franchement, ça valait le coup de faire un petit effort pour arriver jusqu'ici parce que c'est vraiment un point de vue magique, quoi. C'est très fantasmagorique en fait comme Ouais. paysage. Ouais, c'est vrai, il y a un petit côté lunaire quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment ça que tu es venu chercher, toi, en t'installant ici avec Catherine? Pour être honnête, je sais pas ce que je suis venu chercher, si c'est la nature, le calme, etc. En tout cas, c'est ce que je trouve ici. Mais c'est une région où on trouve une nature qui est totalement brute. Et je pense que c'est ça ce que je suis venu chercher. C'est vraiment cette authenticité, peut-être quelque chose qui est un peu dur même. Un peu rude, ouais. Un peu rude, ouais. Vrai. Mais c'est extraordinaire. Chaque hiver, le ciel de Laponie se donne en spectacle. Les aurores boréales sont des phénomènes naturels nés de la collision entre les particules émises lors d'éruptions solaires avec les couches supérieures de la stratosphère. Une attraction dont il est possible de profiter de 1001 manières. Ainsi, de nombreux hôtels proposent désormais à leurs visiteurs de passer la nuit dans des chambres de verre. Voici notre plus grand igloo. Comme vous pouvez le voir, il est vitré sur 360 degrés et le verre est chauffé pour faire fondre la neige qui pourrait tomber et masquer la vue. On a des lits inclinables. On a aussi un système d'alarme pour réveiller les clients quand une aurore est visible. Je pense que c'est le moyen le plus luxueux pour profiter des aurores. La nuit venue, il suffit alors d'attendre, d'être réveillé par l'alarme pour profiter des aurores tout en restant bien au chaud. Rovaniemi est la capitale du business des aurores boréales. Chaque soir, de nombreuses sociétés proposent diverses activités pour les observer tout en s'amusant. Lina emmène ainsi ses clients au milieu de la forêt afin de leur faire vivre une expérience hors du commun. Alors, cette petite chose très tendance vous permettra d'être confortable dans l'eau. Ce sont des combinaisons avec 5 mm de néoprène. Elles sont utilisées par les pilotes dans le Grand Nord pour survivre dans l'eau glacée pendant 24 heures. Il fait un peu chaud. Je ferme ce zip. Tu peux respirer? Si tu peux respirer, ça va. Je peux respirer. C'est une de mes activités préférées. J'aime ça parce que je trouve qu'elle a vraiment été imaginée pour que les gens dépassent leurs limites. Parce que vous êtes dans le noir, dans l'eau froide, et vous ne voyez pas trop où vous allez, car vous flottez sur le dos. Donc, si vous vous relâchez, vous pouvez vraiment profiter de cette expérience.
Très rapidement, de faibles lueurs vertes apparaissent au nord. D'abord à peine perceptibles, et peu à peu, de plus en plus flamboyantes. C'est une première. C'est vraiment chouette que l'on ait pu en profiter d'une manière aussi paisible. Superbe. C'était la première chose que nous souhaitions faire en Laponie, voir une aurore boréale. C'est vraiment un super pays et c'est la plus belle expérience que vous puissiez vivre en Laponie. Mais pour être sûr de pouvoir assister à une aurore boréale lors d'un court séjour, la méthode la plus simple et la moins onéreuse est de faire appel à un chasseur d'aurore, comme Lorenzo. Ok, nous sommes arrivés. Ça, c'est notre hutte. Et on pourra faire un feu. Et ici, on pourra attendre les aurores boréales. Je cherche les aurores sur les applications de mon téléphone. On peut voir sur celle-ci que cette nuit, le ciel va rester découvert. Là, je prépare mon appareil photo. Je vais le mettre sur un trépied pour prendre quelques photos, parce qu'on voit mieux qu'avec nos propres yeux. Bon, je vais faire quelques tests. Quand le ciel est découvert, je sors chaque nuit, car je sais qu'ici, à Rovaniemi, j'aurai 90-95% de chances d'en voir. Et si par malchance le ciel devait rester couvert, il reste encore la possibilité de s'envoler au-dessus des nuages, le temps d'un vol inoubliable au milieu des aurores boréales. Est-ce que tes parents sont là? Oui. D'accord, je te suis. Hey, bonjour Rena. Ah bah, je comprends pourquoi tu pouvais pas bouger. Oui, je suis immobilisée. Viens t'asseoir. Je m'assois à côté de toi? Prends une chaise et viens à côté de moi. C'est gentil. Ah, il fait bon chez toi. Mais tu vis dans un endroit très isolé, hein? Oui, on est à 100 km de la première grande ville. Et les voisins les plus proches habitent à 5 km. En fait, en Laponie, il y a plus de rennes que d'habitants. Et là, on est au milieu de la Laponie, qui est vraiment la zone pour l'élevage des rennes. Nous vivons donc ici avec nos 4 enfants, un chien et 200 rennes. Avant d'aller rencontrer ton mari, peut-être, j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu fais là. Là, je suis en train de faire des rubans. Ces rubans sont utilisés pour empêcher la neige de rentrer dans les chaussures. C'est une méthode traditionnelle. Ah, ok. Comme par exemple sur ces chaussures-là? Oui. Ah oui, c'est très beau. Oh là là. Ça, c'est de la fourrure de renne? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est très joli en plus, hein. Ça, ce sont vraiment des gestes traditionnels. Comment tu as appris, toi, à faire ça? J'ai étudié dans l'école de l'artisanat Sami. Les Samis étaient la population autochtone qui a habité en Laponie. Je te montre un peu et ensuite on retrouve mon mari Eero qui t'expliquera plus de choses. Ouais, en tout cas, c'est vraiment très joli. Ça donne ça, hein, après.
Hero, voici Sophie. Bonjour Hero. Bonjour. Ravie de te rencontrer. J'imagine que c'est beaucoup de travail, un travail quotidien de s'occuper des rennes. Oui, il faut d'abord les nourrir. On va y aller d'ailleurs. On y va en motoneige. Je vais vous aider. Tu peux t'asseoir là à l'arrière, je vais conduire et on va partir. Très bien, je fais ça. Alors on selle. Ok, sur les genoux. Parfait. Oups là. Tu prends un peu de nourriture et tu la fais tomber directement sur le sol. Ok, ils vont venir vers nous. Ils sont pas effrayés, hein. Cela dit, ils doivent avoir faim. Quelques-uns sont gentils et n'ont pas peur des gens. Mais d'autres sont plus craintifs et ne veulent pas s'approcher. Chez les rennes, certains sont plus forts et veulent manger en premier. Si on marche pour distribuer la nourriture, il y aura des bagarres à coup sûr pour s'approprier cette nourriture. C'est pour ça qu'on utilise la motoneige, pour aller vite et éviter les problèmes. Ah, c'est beau! Ah là là, c'est magnifique de les voir courir là. Petit, à table! D'habitude, quand on les nourrit, on ne fait pas de bruit. Les rennes aiment le silence. Ils sont superbes, hein? Ah, je suis contente de pouvoir les voir d'aussi près, hein. Ils ont vraiment une très très belle fourrure, hein. Ça leur permet de résister au froid, j'imagine. Oui, les rennes supportent très bien le froid. Ils peuvent survivre sans problème, même s'il fait moins 50 degrés. Ah ouais, à des moins 50? Wow. Oui, mais c'est vraiment rare qu'il fasse moins 50, peut-être tous les 10 ans. Mais moins 40, c'est presque sûr que ça arrive chaque hiver. Alors ici, on est sur les terres des Samis, hein, comme tu me le disais tout à l'heure. L'élevage de rennes est intimement lié à la vie des Samis. Comment on peut expliquer ça? Parce que les rennes sont habitués au froid, à ces conditions extrêmes. Ils étaient leur principale ressource pour survivre. On est tellement au nord qu'on ne peut pas faire d'agriculture. Ce sont les rennes qui fournissent transport, nourriture et vêtements. Par exemple, la tenue que tu as sur toi, là, ça c'est du cuir de renne? Oui, tout à fait. Ce manteau est en peau de renne. Ah, c'est très 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 résistant, hein. Oui, ça coupe le vent et ça protège de l'humidité. Mais en même temps, ça respire. Ça correspond aux matériaux modernes. On peut dire que c'est l'ancêtre du Gore-Tex. Sympa ton salon. N'est-ce pas? C'est génial. Et en plus, c'est ton mari qui s'occupe de la cuisine, donc c'est bien. Il y a une vraie solidarité, un vrai sens de la famille ici en Laponie, même si on a l'impression que vous êtes tout seul, un peu coupé du monde.
Oui, absolument. Parce que sans les amis et la famille, c'est très difficile de travailler avec les rennes. C'est presque impossible. Donc l'esprit de groupe doit être bon. La solidarité est très importante. Ah, je suis en train de comprendre pourquoi on dit que vous vivez dans le pays le plus heureux du monde. Ça vient peut-être de notre façon de vivre, plus lente. On a le temps de profiter de la vie. Oui, il paraît que dans certains pays d'Asie, la vie est vraiment intense. Ils sont tout le temps pressés, ils travaillent tout le temps. Ici, les journées de travail sont courtes. Pareil pour les enfants à l'école. C'est peut-être ça. Voilà, en tout cas, c'est vos secrets du bonheur à vous. Prendre le temps de vivre. Tu sais que je vois pas beaucoup de rennes, moi, dans ma vie. Bon, j'ai une question très sérieuse à te poser, vraiment très très importante. Est-ce que ces rennes travaillent avec le Père Noël? Non, pas nos rennes. Santa en a déjà plein. Il va vite, dis donc! Oh, il ne va pas si vite en fait. Par contre, il peut parcourir de très longues distances. Un attelage lancé à pleine vitesse sur la glace du lac Inari. À 300 km au nord du cercle arctique, ce troisième plus grand lac de Finlande devient chaque dernier week-end de mars le théâtre du plus grand événement de la culture sami. La finale du championnat national de course de rennes. Pendant 2 jours, les meilleurs entraîneurs, skieurs et propriétaires de rennes de course s'affrontent sur une piste de 2 km tracée sur la glace du lac Inari. Pour nous, c'est un peu comme votre finale de Coupe du Monde de foot en France. C'est très important. Le renne est au centre du monde sami. Depuis des temps immémoriaux, ce peuple indigène de Laponie s'est nourri, déplacé ou protégé du froid grâce à lui. Désormais, le renne passionne également les sportifs. Et on est venu de toute la Laponie pour assister au couronnement du roi des rennes. Maori ne manquerait cet événement pour rien au monde. Voilà 35 ans qu'il participe à cette compétition sans jamais avoir réussi à l'emporter. Il n'y a pas de professionnel dans ce sport. C'est un hobby pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Si tu as un très bon renne, tu peux réussir à gagner un peu d'argent. Mais il faut avoir un travail à côté. À quelques heures de la compétition, Maori mise beaucoup sur son champion et lui donne double ration de lichen, la nourriture quotidienne du renne. L'an dernier, il a fait 4e. Mais cette année, je pense qu'il est un peu meilleur. J'espère qu'il va gagner. Seiya, elle aussi, espère beaucoup de cette finale. Tu peux m'aider à enlever la neige sur mes chaussures? Il faut dire qu'elle était l'an dernier aux commandes du renne vainqueur. Elle remet donc son titre de meilleure pilote en jeu. Je suis un peu stressée, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Si on court bien sur le kilomètre, alors demain ça devrait aller pour la finale. Lors des épreuves de qualification, 4 rennes s'affrontent sur une boucle d'1 kilomètre. La vitesse dépasse les 50 km/h et la moindre faute se paye cash. Le renne de Seiya fait un très bon départ et tient la corde. Erki, son entraîneur, croit à la victoire de ses protégés jusqu'à ce qu'un autre concurrent mette fin au rêve de Seiya en la poussant à la faute.
elle ne conservera pas son titre de meilleure pilote. Ça s'est vraiment mal passé aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à dire. La piste était difficile. On avait de la glace sur le côté. Et quand le renne a décidé de sortir de la piste, je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. C'est la vie. Erkki, son entraîneur, est tout autant déçu que sa pilote. Lui aussi misait beaucoup sur son champion dont il ne cesse de vanter les qualités. C'est un très beau renne de compétition. Il est intelligent, c'est ce qui fait la différence dans un groupe de rennes. Il faut qu'il montre son envie d'avancer, d'aller vite et de gagner. C'est un petit renne, mais il a un mental de vainqueur. Si on connaît la mère, souvent on ne connaît pas le père. Parce que les rennes vivent en liberté une grande partie de l'année. Ce n'est pas comme les chevaux dont on connaît toute l'ascendance. Les qualifications sont à présent terminées. Le renne de Maori, le petit entraîneur amateur, a réussi à se hisser en finale. Il est le dernier à s'élancer sur la boucle de 2 km. Dans quelques instants, le chronomètre rendra son verdict. Ah, je te l'avais bien dit, Maori, que tu allais gagner. Tu ne me croyais pas, hein? Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut vraiment répondre quelque chose? Oui, ils le font. Si j'avais un cœur malade, je me serais senti mal. C'est merveilleux d'avoir gagné. Parce que c'est la première fois. Après 35 ans de patience, Maori peut exulter. Lui et son champion sont consacrés roi des rennes pour toute une année. Moi, je suis pour le 103. Allez, le 103. On avance, petit lapin. Oh mince. Ah là 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 là. Hey, ben voilà. Bonjour, madame. J'ai retrouvé le petit lapin. Salut, j'ai suivi tes courses, t'étais comme ça, bravo. Elle a gagné une médaille. Oh là là, t'as la médaille en plus. T'as été formidable, hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, madame, à Rovaniemi? C'est une compétition traditionnelle de ski. Elle a moins de 3 ans et c'est la première fois qu'elle fait tout le tour. C'était vraiment drôle. Formidable. Alors, je suis venue à Rovaniemi parce qu'on m'a dit que c'était la ville du Père Noël, c'est vrai ça? Oui, bien sûr, le Père Noël a son bureau ici. C'est une grande chance pour nous. Tu le trouveras dans cette direction à moins de 10 km. Super. Ravi de vous avoir rencontré, madame Kitas. Bonne journée. En période de Noël, le Père Noël peut recevoir jusqu'à 32 000 lettres par jour. J'espère qu'il a bien reçu la mienne et qu'il ne veut pas m'oublier cette année. En plus, j'ai été sage.
Cher Père Noël, je m'appelle Louise et j'ai 6 ans. J'aimerais comme cadeau à Noël une poupée qui cligne des yeux, qui parle quand elle a faim et quand elle est malade. Bisous. Cher Père Noël, je m'appelle Thibaut, j'ai 7 ans et je voudrais le costume de Spider-Man. Merci Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour s'il vous plaît, bonjour, ça va? Oui, moi je m'appelle Sophie. Sophie, bonjour oui, Sophie. Bonjour Père Noël. Je suis un peu impressionnée Père Noël d'être à côté de vous. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. Vous faites toujours cet effet-là aux gens? C'est souvent comme ça parce que chez nous, tous ceux qui ont moins de 200 ans sont des enfants. Et donc toi aussi, tu es encore une enfant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait le choix de vous installer ici à Rovaniemi? En fait, le lieu où j'habite est un lieu secret. Et parce qu'ici, à Rovaniemi, les gens sont si sympas qu'ils m'ont bien accueilli, moi et mes lutins. Donc nous avons décidé de venir ici pour rencontrer les gens comme toi. Je me suis toujours demandé comment vous faisiez pour distribuer tous les cadeaux en une nuit. Il paraît que vous avez une machine qui permet d'arrêter un peu la rotation de la planète, c'est ça? En fait, il y a une machine qui peut ralentir le temps. Si tu y penses, c'est comme si j'allais contre le temps. Par exemple, quand il est minuit ici et que j'arrive dans un autre pays, il est toujours minuit. Donc, nous avons beaucoup plus qu'une nuit, mais on se dépêche. C'est la magie de Noël qui nous y aide. Et vous n'êtes jamais fatigué? Quel est le secret de votre forme, Père Noël? Moi, je ne suis jamais fatigué. Le secret, c'est que je rencontre des gens charmants comme toi toute la journée. Ça me maintient frais et dispo. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras, Père Noël? Merci. Merci. Kiitos. Merci, Père Noël. Merci beaucoup, Père Noël. Ah, voilà le maître des lieux. Salut Laurie. Salut Sophie, comment vas-tu? Ça c'est du ex. Ravi de te rencontrer. Ah écoute, c'est une journée idéale, en très très bonne compagnie ici en Laponie. Oui, on est vraiment chanceux avec la météo aujourd'hui. Bon alors, explique-moi, qui il faut suivre ici? C'est qui le patron? C'est moi le boss. Ok, d'accord. Je te présente les chiens de ton attelage avec les leaders qui sont devant. À droite, tu as la plus ancienne qui a le plus d'expérience. Et à gauche, une chienne plus jeune de 2 ans et qui est en apprentissage pour devenir leader. J'ai créé mon affaire il y a 12 ans et je peux dire que je réalise mon rêve. Et pour rien au monde, je changerai ma vie. Les chiens sont prêts à partir. Très bien. Bah écoute, je te suis. Allez, suivez votre maître. Là, on est dans une zone très connue du parc national. C'est une zone très connue pour ces arbres qui sont recouverts par la neige en hiver. Qu'est-ce que tu ressens là lorsque tu es avec tes chiens dans un milieu comme celui-là? Je ressens une relation très étroite entre moi et la nature en vivant ici. Quand tu regardes autour de toi, tu peux apprécier la pureté de cette neige, non? Les seules traces fraîches qu'il y a, ce sont celles des animaux et pas des humains. C'est pour ça que c'est super de le découvrir en traîneau. C'est vraiment très beau ici, tu trouves pas? C'est formidable, c'est magnifique. C'est un peu difficile aujourd'hui pour les chiens, parce qu'il a neigé récemment. Ouais. Ça colle sous les patins. D'accord. Il est tombé à peu près 10 cm la nuit dernière. Ah oui?
On s'arrête pour vérifier le dessous des pattes des chiens. Est-ce que tout va bien, les chiens? Ça va? Ça va, les chiens? Tout va bien? Oui. Quand la neige est fraîche comme ça, elle peut se coller sous les coussinets. Je vais vérifier rapidement. Fais voir tes pattes. Tu vois? Ça va? Ouais. Tout est OK? Non, tout a l'air d'être parfait. En tout cas, tu sais, c'est vraiment un bonheur pour moi d'être ici. Ça donne envie de relire un peu les livres de Jack London, les récits d'aventures de Paul-Émile Victor. Oui, parfois j'ai l'impression de vivre dans un livre de Jack London, moi aussi. Ouais, c'est ça. Surtout quand il y a beaucoup de vent et qu'il neige. Il n'y a aucune visibilité, tu fais juste confiance à tes chiens car eux savent où aller. Dans ces moments-là, il y a une relation très particulière qui s'établit avec tes chiens. Je dirais que c'est ça la vraie Finlande. Depuis 20 ans, l'éducation à la finlandaise s'est forgé une réputation d'excellence. Toujours classée dans le peloton de tête des systèmes éducatifs du monde entier. Et les expériences innovantes ne manquent pas, comme l'école de la forêt. Ici, pas de salle de classe, ni chaise, ni table. Tous les enfants de cette école publique passent toute leur journée dehors, quel que soit le temps. Nous allons à la forêt de l'aventure. C'est le nom que les enfants ont donné à cette merveilleuse forêt de pins et de sapins. Chaque semaine, nous changeons de lieu. Nous allons aussi dans des parcs, dans des musées, à la mer. Mais en général, c'est en forêt. On est dehors tous les jours, peu importe le temps qu'il fait. Une seule fois, nous avons dû rester à l'intérieur à cause du vent qui était trop fort. Vous jetez le dé, et si par exemple ça tombe sur le 3, vous allez chercher le carton numéro 3 de votre équipe. C'est un 1. L'expérimentation est au cœur de l'enseignement. Même les cours de mathématiques se déroulent au grand air. Fais voir. Il faut chercher 8 petits cailloux et moins de pommes de pin et de brindilles. Mais il doit y avoir plus de brindilles que de pommes de pin. La première mission, c'est de développer chez les enfants un lien avec la nature, ce que l'on ne pourrait pas avoir en classe. Ensuite, c'est une manière beaucoup plus sensuelle d'apprendre des choses. Même les mathématiques peuvent être apprises comme ça. Il y a toujours le bruit du vent, les odeurs de la forêt qui viennent imprégner les enfants en profondeur. Ça favorise une expérimentation et une mémorisation plus profonde. Très en vogue dans le nord de l'Europe, l'école de la forêt permettrait aux enfants de développer la confiance en soi, de diminuer le stress, d'éviter les conflits et de renforcer leur santé. Même en grandissant, les jeunes Finlandais peuvent garder un lien fort avec la nature dans le cadre de leurs études. Dans la banlieue d'Helsinki, chaque matin, Annie enfourche son vélo pour se rendre au collège, situé à quelques kilomètres de chez elle. Mais avant d'aller en cours, la première chose que fait Annie, c'est de rendre une visite à ses petits amis dans la serre pédagogique créée pour permettre aux élèves d'apprendre les mystères de la vie des animaux et des plantes. Nous sommes dans la serre du collège de Vessala. Je crois même que c'est la plus grande serre dans une école en Europe, avec des plantes et des animaux. Mon lapin s'appelle Pelti.
Et je m'en occupe tous les jours depuis 3 ans. Pelty n'est qu'un des nombreux locataires de cette serre scolaire. On y trouve également Sally, l'iguane, Fassou, la tortue, et même Villani, le serpent, habitué à passer de main en main. Ce serpent n'est pas venimeux. Il tue ses proies en les étouffant. Il est trop petit pour étouffer un être humain. On le nourrit avec des souris congelées. Plus surprenant encore, en Finlande, les animaux viennent également en aide aux enfants en difficulté dans l'apprentissage de la lecture. Ainsi, chaque semaine, Mosca, une femelle caniche de 4 ans, prend son service dans cette bibliothèque municipale. Bonjour. Est-ce que tu veux t'asseoir à côté d'elle? Je m'appelle Lena et je te présente Mosca. C'est un chien de lecture. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sina. Sina, ok. Bella, c'est la meilleure amie au monde. Peut-être encore meilleure que Annie. Elle ne te décevra jamais. Ça m'a beaucoup aidée parce que je ne me sens jamais seule avec un chien à côté de moi. Et s'il y a une partie difficile, le chien m'encourage. Il comprend que parfois tu n'arrives pas à lire correctement dès la première fois et que tu as besoin d'entraînement. Lire près d'un chien paisible et amical aiderait les enfants à se détendre, à avoir confiance en eux, puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas jugés par l'animal. Salut Sophie, très heureux de te rencontrer. Comment vas-tu? Comment se passe ton voyage? Très très bien, qu'est-ce que je suis heureuse, Passy, de découvrir ton beau pays, c'est un formidable voyage. Et je ne pouvais pas venir en Finlande sans passer par Helsinki, la capitale, la ville la plus importante du pays, ta ville. Oui, Helsinki, c'est ma maison, j'habite ici. Et là, j'étais en train de travailler sur ce marché. Oui, parce que tu ne te sépares jamais de ton appareil photo. Quand je prends des photos, je suis très concentré. Je n'avais pas remarqué que tu étais là. Et quand je me balade, j'ai toujours mon appareil avec moi pour photographier ma ville et les gens d'ici. Tu vas me faire découvrir ta ville à travers ta passion de la photo. Mais parlez-moi un peu de ce joli marché. Quelles sont les saveurs du marché pour toi? J'ai vu beaucoup de saumon fumé ici. Il y a plein de bonnes saveurs ici. Il y a toutes sortes de baies, de poissons, de viande. Mais il y a quelque chose que je veux vraiment te montrer. Et tu dois le goûter toi-même. Bah, fais-moi goûter. Moi, je m'attends donc à goûter du saumon. On voudrait de la réglisse très piquante. Qu'est-ce que c'est? C'est la réglisse salée, très fort. D'accord. C'est la réglisse douce avec chocolat. D'accord. Je vais prendre celui-là, m'inspire plus. Oui. C'est très fort. Toi, tu vas prendre le très fort. Toi, prends celui-là, toi, pour moi. Santé. Cheers. Eh bien, c'est très fort, je confirme. Le tien surtout. Oui, un petit peu. T'as les yeux qui brillent, ça pique un peu, hein? Oui, ça réveille, hein. Un, c'est bien. Un seul, ça suffit. Merci beaucoup.
Helsinki, c'est vraiment une ville qui est très intéressante hein, parce qu'elle est vraiment ouverte sur la mer. Là, on est au sud du pays. Oui, c'est magnifique que tu sois venu de Laponie jusqu'à Helsinki. C'est une ville portuaire qui donne sur la mer Baltique. Ouais. Et c'est un pays qui a toujours été tiraillé hein, par ses deux voisins que sont la Russie et la Suède. On a une histoire versatile avec eux, mais on est indépendant depuis plus de 100 ans et on prend nos propres décisions. Et on voit là, ici, en se baladant, que l'architecture est vraiment très contrastée parce que la ville a été bombardée, incendiée, reconstruite. Il y a vraiment des styles architecturaux très différents hein, ici. Oui, on a eu beaucoup d'influences de l'Est et de l'Ouest. On a de nouveaux bâtiments, mais on a voulu garder l'esprit de l'architecture d'avant. Alvar Aalto est l'un des architectes finlandais les plus connus et les plus respectés. Alors si tu devais me faire découvrir un endroit que tu aimes bien ici à Helsinki, qu'est-ce que tu choisirais ? Il y a une île magnifique que je voudrais te montrer. Mais comme on est encore sur la terre ferme, je vais d'abord te montrer l'église Temple Yokio. Regarde Sophie, ça c'est le centre de congrès finlandais, dessiné par Alvar Aalto en 1971. Moi j'aime beaucoup ce type d'architecture. Je peux te prendre en photo? Ouais, si tu veux. Je me mets dessous? Oui, juste ici. Comme ça? Oui, c'est parfait. Ah, c'est très beau. Je pense que ça restera une photo unique, même s'il y a beaucoup de gens qui viennent se faire prendre en photo devant cette sculpture. Elle a été construite en l'honneur de Sibelius, l'un des compositeurs finlandais les plus connus. Oui, ça ressemble un peu à un orgue d'ailleurs. Je m'accroche. J'ai mis des baskets, j'aurais pas dû. Allez, viens, on va y arriver. Maintenant, on arrive à l'église Temple Yokio. Helsinki est bâtie sur une péninsule et on manque d'espace. Donc on construit beaucoup en sous-sol et cette église est complètement souterraine. J'ai du mal à croire en effet qu'il y a une église là sous nos pieds. Oh là 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 là. Oh, elle est magnifique cette église. Elle a été construite avec des matériaux naturels et on a la connexion entre l'humain et la nature. C'était quand même un sacré défi architectural hein, que de construire cette église luthérienne là au cœur du rocher. Oui, il y a eu une compétition d'architecture et tout le monde a voulu installer l'église au-dessus de la roche. Mais une proposition était de la construire dans la roche. Et bien sûr, ils ont gagné. C'est une église luthérienne parce que c'est la plus grande religion en Finlande. Elle date de 1969. Ah, il y a une très très belle acoustique là, j'ai l'impression. La 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 la. Ouais, il y a une très belle lumière aussi. Ça doit t'inspirer, non, pour faire des photos? L'acoustique ici est incroyable. Et il y a la lumière naturelle, donc j'aimerais bien prendre des photos de toi. Ça te va? Bah oui, avec plaisir. Je te sers de modèle. Dis-moi ce que tu veux. Ouais. Tu peux t'asseoir ici et regarder dans cette direction. Ouais. C'est parfait. C'est une photo spirituelle et la lumière naturelle se voit parfaitement. Tu as une très belle expression.
Alors Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Ah, bel endroit, bel endroit. C'est vrai que malgré le temps un peu couvert, il y a une très très jolie vue ici. On peut faire des bains d'eau chaude en plein hiver au cœur de la capitale. Ils sont fous, ces Finlandais. Oui, exactement. Faire un sauna et prendre un bain en plein air, c'est une tradition en Finlande. S'il est une tradition typiquement finlandaise, c'est bien le sauna. Les premières traces de leur existence remonteraient à 1500 avant Jésus-Christ. Pour les Finlandais, le sauna n'est pas un luxe, mais une nécessité. 99% des habitants le pratiquent régulièrement. Le numéro 35 est ici. Nous y sommes. Ces trois garçons ont rendez-vous chez Jaakko, où ils ont été invités à passer un moment au sauna. Bonjour. José, enchanté. Jaakko. Miska, salut. Elmri. C'est la première fois que ces jeunes gens se rencontrent. Alors que la plupart des Européens iraient discuter au salon, les Finlandais, eux, aiment se mettre dans le plus simple appareil pour rentrer dans un sauna chauffé à 85 degrés. Car le sauna reste le lieu privilégié pour se confier. Une fois, j'étais avec un ami au sauna. Et je lui ai avoué avoir rompu avec ma petite amie depuis quelques mois déjà. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt. Je lui ai répondu, eh bien parce qu'on n'a pas été au sauna ensemble avant aujourd'hui, et c'est au sauna qu'on se dit ces choses-là. Activiste et passionné de sauna, Jaakko a créé il y a quelques années le Sauna Day. Une journée par an, tous les Finlandais sont invités à ouvrir leur sauna gratuitement à tout le monde. Bon appétit. Le jour du sauna est né du constat qu'il y a plus de 3 millions de saunas en Finlande pour 5 millions d'habitants. Et qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisés. L'idée, c'est de rendre le maximum de ces saunas accessibles à tout le monde, de permettre aux gens d'en découvrir gratuitement de nouveau. Indissociable du sauna finlandais, la baignade en eau froide. Dans le port d'Helsinki, pendant tout l'hiver, des courageux plongent sans broncher dans une eau à 0 degré. Tout va très bien. C'est un bon passe-temps en attendant le printemps. La femme finlandaise. Ça fait un bien fou. On dort beaucoup mieux. Le bien-être qui s'ensuit est incroyable. Les petites douleurs de l'âge disparaissent. Tout reste dans la mer. Depuis la nuit des temps, le sauna est un lieu sacré. Un endroit où avaient lieu les naissances et où l'on préparait les morts pour l'inhumation. Autrefois, les habitations finlandaises étaient sommaires. Et si on n'avait pas de salle de bain, le sauna permettait de se purifier. Si dans les saunas publics, hommes et femmes sont séparés, les classes sociales, elles, disparaissent quand tout le monde se déshabille. Certains saunas fixent dans leur règlement interne les thèmes dont on évitera de parler, comme la politique ou la religion. Ce n'est pas le cas ici, on peut parler librement. Au sauna, on est nu physiquement, mais aussi socialement. On est tous égaux. On discute de tout très librement et poliment. Au final, c'est assez harmonieux. Une séance de sauna fait donc partie des incontournables d'un séjour en Finlande. Mais pour épargner le choc bain glacé à ses visiteurs, un hôtel a créé un sauna construit dans la neige et qui se transforme en étuve en quelques secondes.
Le temps est idéal, avec un peu de brouillard. Ça me fait très plaisir de t'inviter sur l'île dont je t'avais parlé. Je voudrais te présenter Kalle. Voici Sophie. Hey, Cal. Sophie, voici Kalle. Ah, enchanté, Cal. Enchanté. Bienvenue. On va monter sur le bateau et découvrir les îles d'Helsinki. Alors ça va, c'est pas trop difficile de naviguer ici, là. Ton bateau, il ressemble un peu à un brise-glace, hein. Parfois, c'est difficile. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, les glaces peuvent emporter le bateau. Et à l'origine, il sert à quoi, ce bateau? À l'origine, c'était un bateau pilote. Il guidait les gros navires à l'entrée du port d'Helsinki. Et toi, tu es marin depuis longtemps? Oui, depuis toute ma vie. Toute ta vie, c'est toute ta vie. Ah ça y est, on commence à apercevoir ces îles que tu aimes tant, là, ici, hein, dans l'archipel d'Helsinki. Oui, l'archipel d'Helsinki est composé de plus de 300 îles. Elles sont toutes différentes et plus ou moins grandes. Par exemple, Suomenlinna est très grande, avec sa forteresse militaire du XVIIIe siècle. Ici, il y a beaucoup d'habitants, mais d'autres îles sont inoccupées. Là, on voit l'île d'Iso-Saari, où Kalle est le seul habitant aujourd'hui. J'y ai vécu toute ma vie, depuis ma naissance. Il t'est arrivé de rester complètement bloqué? L'hiver dernier, je suis resté bloqué 2 semaines à cause de la glace. C'était très difficile. Tu vois cette petite île? J'ai vécu ici 1 mois pour travailler. Bienvenue sur mon île. C'est la 7e fois que je viens ici. Et ça n'a pas changé, toujours aussi authentique. Raconte-moi alors la première fois que tu es arrivé ici. Ah, quand je suis arrivé, la mer était complètement gelée. Je suis venu en aéroglisseur. C'est vraiment sympa d'avoir vécu un moment dans ce chalet, même s'il paraît un peu austère. Il y a 2 étages, avec une chambre là-haut. Il n'y a pas d'isolation, ni eau potable, ni électricité. Mais j'ai survécu. Ah oui, d'accord, c'est joli, mais un peu spartiate quand même. Oui, j'ai voulu venir sur l'île pour être en contact avec la nature. C'est vraiment unique d'être là, dans le calme, sans téléphone ni ordinateur. J'ai passé des journées ici à simplement vivre et prendre des photos. Oh là là, c'est joli comme tout. Ah, c'est la maison d'un artiste ici. C'est bon, c'est ok? Pas plus, sinon ça va brûler. Alors, comment tu la manges, toi? Comme ça? Moi, je le fais comme ça. Ah mince, c'est dessus qu'il faut le faire, bien sûr. C'est parfait. Un peu chaud, mais c'est bon. Moi, je suis assez séduite, hein. Vraiment, par cette maison-là, sur l'île, juste en face d'Helsinki. Elle est à vendre, l'île? Parce que je vais peut-être l'acheter, moi. Oui, mais cette île est située dans la zone la plus chère de Finlande. Elle coûte 1 million d'euros. Moi, je ne peux pas l'acheter. Ah oui. Non, alors 1 million, je vais pas y arriver. Non, bah écoute, je suis ravie de l'avoir découverte avec toi, mais 1 million d'euros, je pense que c'est pas du tout dans mon budget. En tout cas, merci à tous les deux hein, pour ce pique-nique, pour cette petite grillade comme ça improvisée. Merci beaucoup, c'était sympa que tu sois venu. J'adore
cet endroit, moi. J'espère en tout cas que ces échappées belles finlandaises entre Laponie et Helsinki vous auront plu. Moi, en tout cas, je suis très fan de l'art de vivre à la finlandaise qui consiste à vivre en harmonie avec la nature. J'espère que vous ferez partie de mon prochain voyage. Je m'envole très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous voulez revivre ces échappées belles finlandaises, eh bien, vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Allez, moi, à bientôt les amis, et comme d'habitude, faites de beaux voyages.